J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Déconstruction, honte de notre histoire, théorie LGBT, déracinement, les mots qui menacent notre société sont nombreux et bien que divers, ces derniers ont néanmoins tous un point commun, la destruction de notre identité et le système politique complet semble gangréné par ces idéologies néfastes. Alors dans ce monde bouleversé, l'enfant puis le jeune adulte prend parfois conscience d'un certain mal-être. En perte de repères, il ne sait plus qui il doit être, ce qu'il doit devenir. Et donc face à ce constat, certains s'attellent à redévelopper des structures de formation. Le but, pallier l'échec d'un système qui non seulement ne parvient plus à assurer les bases de l'enseignement, comme l'histoire ou le français, mais en plus a fait de l'éducation morale un outil politique visant à lobotomiser les plus jeunes. Parmi les initiatives développées, l'Institut Iliade se donne pour mission la défense et la promotion de la civilisation européenne, notamment auprès des jeunes. Nous recevons ce matin Romain Petitjean, directeur de la coordination de cet institut. Bonjour Romain Petitjean. Bonjour Lieselotte. Alors pour commencer, donc je le disais, le système éducatif français est en échec, ça ce n'est plus un mystère pour personne. Selon vous, que manque-t-il, non pas techniquement ou matériellement, mais plutôt dans les fondements de l'école pour qu'elle puisse remplir correctement son rôle ? Alors aujourd'hui, il y a un certain décalage, on va dire, entre l'institution scolaire et les attentes de la société. Ne serait-ce que parce que la société a évolué, maintenant on va vers les boulots tertiaires, on se sent moins utile, moins en phase avec la nation. Donc il y a un réel décalage finalement. On se dit à quoi sert l'école. On a pour les jeunes Français beaucoup plus de difficultés à se dire en me formant, je vais servir la nation, je vais servir mon peuple, je vais servir ma communauté. Il n'y a pas cette dynamique qu'on pouvait avoir avant dans l'école. Donc du coup, il faudrait que l'école puisse redonner conscience aux plus jeunes qu'ils ont un rôle à jouer dans la société. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'instruction à l'école pour faire des hommes et des femmes libres, mais pourquoi ? À quoi ça sert de savoir compter, lire, savoir penser, savoir faire des synthèses ? C'est forcément théoriquement au service de son épanouissement familial, communautaire et celui de la nation, celui de la civilisation à laquelle on appartient. Mais, vous l'avez bien dit dans votre introduction, il y a tant de déconstruction, il y a tant de déracinement que finalement ça ne prend plus. Est-ce que vous ne pensez pas que les parents pourraient compenser ce manque de l'école ? Alors les parents, ils ont une responsabilité qu'aujourd'hui ils occupent de moins en moins. Alors c'est le fruit d'une longue déconstruction justement où l'ensemble des corps intermédiaires sont attaqués, sont supprimés. Tout ce qui fait la richesse d'une vie. Alors au début il y avait les syndicats, il y avait les bistrots, il y avait les paroisses, donc autant d'endroits où on pouvait sociabiliser, construire un système de valeurs et puis aussi d'une certaine façon concrétiser son engagement à travers la chose militaire, spirituelle, culturelle. Aujourd'hui, on est dans une société où les gens sont atomisés, individualisés, chacun finalement dans son salon, face au même canal d'information descendant qui va être la télé ou Internet. Donc tous ces corps intermédiaires ont disparu. La famille, c'est entre guillemets le dernier rempart et elle est très gravement attaquée. On voit que dans ses fondements même, dans sa structure physique, donc grosso modo les parents à la maison autour des enfants, ça devient de plus en plus compliqué. Cette société où on va travailler dans des boulots qui n'ont pas toujours beaucoup de sens, loin justement de ces enfants, participe de cette atomisation, d'un certain nihilisme. Et donc les familles, les parents, l'éducation dans le cadre familial pour moi, est une clé et est effectivement concrètement attaquée.
Et alors, vous parliez de l'importance pour l'individu de sentir qu'il avait un rôle à jouer dans la société. Est-ce que la société n'a pas à gagner, elle aussi, de cette prise de conscience ? Tout à fait. Normalement, surtout à l'Institut Iliade, on a un peu une conception organique de la société, comme un corps humain. Il faut que tous les organes, entre guillemets, soient bien à leur place, communiquent entre eux, au service d'un destin commun. Alors c'est pour ça qu'à l'Institut Iliade, on pousse les jeunes gens à prendre conscience finalement de cette façon de voir, de cette conception du monde organique. Et ça passe tout simplement par un ressourcement dans son histoire, dans le moteur qui nous fait avancer en tant qu'homme, de quoi j'hérite pour pouvoir le transmettre. Donc il faut avoir une claire conscience finalement de son destin historique, de son être physique également, de la place que j'occupe dans la grande lignée, dans un héritage ethno-culturel et spirituel, pour pouvoir me mettre au service d'un destin. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens sont essentiellement centrés sur eux-mêmes, sur leur pouvoir de consommation, notamment. On est en train de transformer l'ensemble de la société, l'ensemble des personnes qui avaient des attaches communautaires et collectives en de simples citoyens consommateurs interchangeables. C'est parce que je consomme que je suis. Bon, on voit tous qu'on va être perdant dans cette société, puisque si la consommation est le seul horizon qui me définit, je peux tout à fait être remplacé par un autre consommateur. C'est-à-dire la société de consommation est le règne du grand remplacement historique, culturel et du grand remplacement ethnique, puisque mécaniquement, si je ne suis qu'un citoyen consommateur, je peux être remplacé. Donc, on est en rupture totale avec cette conception organique de la société où chacun prend sa place et où la société a besoin. Rappelez-vous, dans le temps, dans une conception, on va dire, traditionnelle, auquel on reviendra peut-être certainement, puisqu'elle est naturelle, cette conception traditionnelle, avec un ordre spirituel, un ordre politique, un ordre producteur. C'est la fameuse trifonctionnalité qu'on retrouve dans les sociétés classiques indo-européennes et qui a irrigué notre être au monde depuis tout temps. Aujourd'hui, c'est la classe des marchands qui a pris le dessus sur l'ensemble de la société. Donc d'une certaine façon, pour redonner un destin à nos peuples, à nos sociétés, il faut retrouver un ordre, et si possible en s'appuyant sur un ordre naturel et traditionnel où ce n'est pas la classe des marchands qui domine tout. Donc vous croyez à la possibilité de retrouver ce sens d'un destin commun ? Tout à fait, en fait, nous pensons, et nous sommes même certains, que tant qu'il y a des Européens de race et d'esprit, il y aura une civilisation européenne qui pourra advenir. Donc c'est absolument déterminant de maintenir ces Européens de race et d'esprit pour qu'il y ait une Europe qui advienne un jour, qu'ils se ressourcent à la source pérenne, ça je vous l'ai dit, pour que continue à couler le fil de l'histoire. Il ne s'agit pas, comme nous l'ont proposé certains communistes, on va faire une sorte de table rase sur une feuille blanche, on va construire un nouveau monde. Non, on va essayer comme un torrent qui s'écoule. Aujourd'hui, c'est un petit filet d'eau tiède minuscule avec des pierres qui dérivent le débit de ce qu'est la grande civilisation européenne et française. Nous souhaitons remettre des barrages pour jardiner cette culture, jardiner cette civilisation, redonner du débit à notre civilisation. Donc oui, c'est plus qu'une croyance en fait, on voit comment fonctionne l'histoire et les civilisations. L'Institut Iliade a été fondé suite au geste, on va dire, fort de Dominique Vénère, qui était animateur sur Radio Courtoisie, qui était historien, qui était journaliste, qui était également militant et qui disait que l'histoire est tragique, c'est le royaume de l'inattendu. Et il croyait en l'individualité agissante des Européens. C'est-à-dire que dans ce contexte, il savait comment les Européens fonctionnaient, quel était leur être au monde, leur capacité à inventer, à explorer, à se battre, à douter, à prendre des risques. Donc, cette croyance plutôt en ce qu'est l'homme européen et cette connaissance du fonctionnement de l'histoire me donne beaucoup d'espoir.
Vous parlez d'Européens, de race et d'esprit, donc je pense que c'est une identité que vous voulez réinculquer justement, notamment aux jeunes. Qu'est-ce que c'est être Européen de race, on l'imagine, mais d'esprit? Alors d'esprit, j'ai parlé du doute, de l'exploration, de cet esprit de conquête, ce sens de la mesure aussi, que nous ont légué les Grecs. On voit qu'aujourd'hui, la civilisation de moins en moins européenne, malheureusement, à laquelle nous appartenons, est une civilisation sans goût de la mesure. On voit qu'il faut toujours plus. C'est le règne, on va dire, de l'avoir plutôt que celui de l'être. Donc là, on est en rupture avec l'esprit de la civilisation européenne. On peut prendre un certain nombre de marqueurs que vont être par exemple la place de la femme, si on compare avec d'autres civilisations asiatiques ou africaines ou la civilisation islamique. On voit que l'Europe est une civilisation où la femme a toujours eu une place absolument prépondérante, à la fois dans les représentations et dans les prises de position politiques. On peut parler également de la place de la liberté ou des libertés de tout temps à travers un certain nombre de textes, à travers un certain nombre d'organisations. Ça passe par, j'ai parlé des corps intermédiaires, mais aussi par les corporations, par les systèmes de subsidiarité ou de fédéralisme. On a toujours connu beaucoup de liberté de pensée, mais aussi d'organisation politique. Là, on sent qu'on est dans une civilisation, la civilisation occidentale, on va dire, sous domination américaine, où les libertés s'éloignent de nous. Il y a eu un très bon essai de Guillaume Travers, qui est formateur à l'Institut Iliade à ce sujet, sur comment cette civilisation libérale, finalement, elle est en rupture avec les réelles libertés. Voilà, donc il y a un ensemble. René Marchand disait, les civilisations sont des planètes différentes. Donc c'est comme si on avait plusieurs planètes qui coexistaient. Donc il s'agit d'avoir des bonnes relations de curiosité diplomatique avec les autres civilisations, mais il faut s'attacher à ce qui caractérise la nôtre. Qu'est-ce qui en fait la singularité? Qu'est-ce qui fait qu'un Européen, dans sa diversité qui est énorme, puisqu'on voit bien qu'il y a beaucoup de nations, beaucoup de régions, de petites nations, de grosses nations. On a déjà une diversité hallucinante, ne serait-ce que regarder la couleur des cheveux ou des yeux des Européens. Qu'est-ce qui fait que cette civilisation n'est pas une civilisation africaine, asiatique ou américaine, tout simplement? Alors, je reviens un petit peu sur le sujet de la formation. Donc, à la lumière de tout ça, évidemment, on se rend compte de la nécessité de se former, d'entretenir toute cette identité. Si demain, un jeune n'a pas conscience de tout ça, est-ce que malgré tout, il peut réaliser la nécessité de s'y ouvrir sans avoir connaissance que pourtant ça existe? Alors, c'est tout l'intérêt, effectivement. L'Institut Iliade va fêter ses 10 ans. Donc, autant au début, on formait une sorte de noyau dur qui était un peu acquis. C'était juste après la manif pour tous, où on a retrouvé beaucoup de gens qui se sont engagés. Aujourd'hui, on touche des gens beaucoup plus éloignés, qui souvent voient de la lumière. D'ailleurs, je peux saluer d'une certaine façon le travail de certains youtubeurs qui vont faire une forme de vulgarisation d'un corpus idéologique et toucher les gens directement chez eux, dans leur ordinateur, et qui vont permettre à certaines personnes isolées de se raccrocher à quelque chose de plus important et les aider à prendre conscience qu'il faut se former. Pourquoi il faut se former? Pour 2 raisons principales. Une personne formée l'est pour la vie. C'est-à-dire ce que vous allez acquérir, vous allez le garder pour la vie. Deuxième raison, il y en a 3 d'ailleurs, la formation est une dynamique. C'est-à-dire on ne cesse jamais de se former. Une fois qu'on a pris goût à la formation, à tout ce que ça pouvait nous apporter, c'est-à-dire la façon dont ça va nous renforcer moralement, éthiquement, sur le fond, sur la forme, et nous allons sans cesse nous former et nous renforcer. La troisième chose, c'est qu'une personne formée, et alors là, je le vois absolument tous les jours, depuis que je suis engagé à mon petit niveau dans la vie de la cité à travers le militantisme, une personne formée en vaut 3. Et pour certaines, en vaut 5, voire en vaut 10. C'est-à-dire qu'une personne formée va tout simplement décupler plus d'efficacité, plus d'énergie dans le combat militant
puisqu'il s'agit pour nous de renverser la table. On est dans une forme de léthargie. Il s'agit de s'engager, de changer la donne. Il y a un certain nombre de batailles à mener sur absolument tous les terrains. Le terrain le plus spectaculaire est le terrain électoral, mais il y a plein de batailles métapolitiques à mener dans le champ culturel, médiatique, sportif, associatif. Bon, ça doit bien être mené par des officiers, des sous-officiers. Nous, on essaye de les former. Ouais, j'allais y venir. Donc, en fait, ne pas se contenter de la théorie, mais réellement derrière prendre conscience de la nécessité de s'engager et de concrétiser tout ce qu'on a pu apprendre et intégrer. Tout à fait, c'est-à-dire que ce soit dans le cycle général des formations de l'Iliade, donc 5 week-ends sur quasiment un an, ou sur le week-end formation jeune, donc le prochain a lieu tout prochainement 16 et 17 décembre, où on donne des cartouches intellectuelles. À chaque fois, nous insistons très très lourdement sur l'éthique de la tenue, la nécessité de l'engagement, la nécessité d'avoir du courage. Une de nos références, ça pourrait être d'une certaine façon les présocratiques, c'est-à-dire les philosophes d'action qui se battaient pour la cité et qui en même temps philosophaient. Et parce qu'ils philosophaient, s'engager dans la vie de la cité. C'est une dynamique, une articulation. On ne peut pas disserter, on ne peut pas réfléchir hors sol. Ou alors on est un lâche ou quelqu'un qui n'a pas compris. On voit bien toutes les mécaniques intellectuelles qui nous mènent à la société dans laquelle on est obligé de s'engager dans la vie de la cité pour son peuple. Quel est le programme justement de cette future formation Alors là, la prochaine formation jeune, donc ce sont vraiment des modules sous forme de cartouches intellectuelles. En fait, c'est parti d'un constat que 18-23 ans, nous sommes à l'université, nous sommes jeunes travailleurs, nous sommes grands fêtards, on traverse un certain nombre de cercles et on a une forme de pression sociale. Et dans cette pression sociale, il y a le rouleau compresseur du politiquement correct, une espèce de chape morale qui nous empêche de penser droit, de penser par soi-même ou de penser contre soi-même ou contre la société. Pourquoi ? Parce que sur un certain nombre de sujets, on n'est pas à l'aise. On va vite vous accuser d'être raciste, etc. Donc ce sont des sortes d'accusations extrêmement délétères et pas fondées. Et donc ces cartouches aident à remettre les idées à l'endroit sur tous les sujets. La guerre des sexes, c'est-à-dire la complémentarité homme-femme, sur l'écologie, la nécessité d'avoir une vision écologique, locale, et pas l'écologie politique mondialiste telle qu'on nous la sort. On nous dit qu'on est coupable de tout. Est-ce que les Européens sont réellement coupables ? Alors on pose les sujets, et on essaye de prouver par A plus B que ce n'est pas le cas, tous les phénomènes de déconstruction, de nihilisme, de wokisme, comment les prendre, les affronter, quelle est notre identité en tant que Français et Européens. Donc voilà, des cartouches qui nous permettent de reprendre la main dans les discussions. De se sentir peut-être légitime parce que justement on a ce bagage. Exactement, et en plus, à l'Institut Iliade, on essaye toujours de trouver le bon ton. Il y a une espèce, moi, que je considère de dérive, que je vais appeler la dérive extrémiste, où on va prendre un jeune et on va lui dire sors ton drapeau, sors ton perfecto, dis des mots les plus hauts que les autres pour montrer qui tu es. Et on voit que souvent c'est une impasse. Moi, j'aime bien dire que le discours que je tiens est le plus radical possible, et je le tiens absolument partout parce qu'il est cohérent, il est radical et il est alternatif. Je le tiens au bistrot, au travail, avec mes camarades, avec ma famille. Je suis capable d'avoir le même niveau de discours. Et c'est des choses qu'on apprend. Écoutez, j'invite donc tous les auditeurs en âge de rejoindre la formation à se renseigner auprès de vous en allant sur le site de l'Institut Iliade. Et puis pour ceux qui ne sont plus en âge d'y participer, d'inviter leurs enfants, leurs petits-enfants à le faire. Je rappelle, Romain Petitjean, vous êtes directeur de la coordination de l'Institut Iliade. Merci pour cet entretien. Merci.